Donc la vidéo précédente se termine à la fin du chapitre 2 et nous débutons maintenant le chapitre 3, les nouvelles données permettant de valider le modèle. Tout d'abord, en grand 1, le renforcement du modèle par son efficacité prédictive. Alors l'âge de la croûte océanique a déjà des informations. Le modèle de la tectonique des plaques prévoit, grâce au paléomagnétisme vu précédemment, que la croûte océanique est d'autant plus vieille qu'on s'éloigne de la dorsale. Donc ici, directement la notion, on n'a pas besoin de redémontrer, ça a déjà été fait dans le chapitre 2. Maintenant, les nouvelles données, et notamment le programme JOI-DES, que j'appelle JOIDS, mais ça c'est personnel. Vous voyez la signification de ces initiales en fait. C'est un programme qui est un ambitieux programme. Il débuta dans les années 68. 150 km de roches ont été forés, c'est-à-dire que 270 forages ont été répartis dans l'ensemble des océans terrestres, des forages sous-marins, donc compliqués à réaliser, et pour déterminer l'âge du substratum océanique. Le substratum océanique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est l'âge des basaltes, et on détermine cet âge des basaltes, notez-le bien, à partir des sédiments que l'on peut dater, qui sont juste au-dessus. Et donc, vous voyez ici que substratum océanique égale basalte océanique, d'après les sédiments que l'on date et qui sont juste au-dessus. Donc, se place ici, vous pouvez y faire référence, le document que vous avez colorié de couleurs vives et très nuancées. Il faut bien sûr que vous coloriez de la même façon la légende, et donc plus on s'éloigne de la dorsale, plus les sédiments sont âgés, et donc plus le basalte qui est en dessous est âgé. Ça correspond à la notion les âges des sédiments en contact avec le plancher océanique, grâce à cet ambitieux programme de forage sous-marin, confirme cette prédiction, c'est-à-dire que la croûte océanique est plus vieille quand on s'éloigne de la dorsale, et les vitesses qui étaient prévues notamment par le paléomagnétisme sont confirmées ici. Maintenant, en grand B, la vitesse de déplacement des plaques dans le TP8, on va utiliser une nouvelle méthode. Alors, pour ces vitesses, il y a aussi des prévisions du modèle, vues dans le chapitre précédent. Le modèle prévoit des vitesses de déplacement des plaques, cette fois d'une part d'après le paléomagnétisme, d'autre part d'après les volcans intraplaques, c'est-à-dire les points chauds. Eh bien ici, c'est le GPS, c'est-à-dire Global Positioning System, qui va permettre de faire des mesures précises. Alors comment ça fonctionne? Pour le GPS, il faut 3 satellites, c'est-à-dire 3 points de référence. Donc un satellite 1, un satellite 2, satellite 3. Vous avez écrit 2 page 120 dans la marge. Et ces 3 satellites vont être braqués sur l'antenne GPS qui nous intéresse, ce qui va donner une position de ce point avec précision en longitude, en latitude et dans la 3e dimension de l'espace. Il y a 24 satellites qui tournent autour de la Terre pour faire notamment ces mesures. Et on obtient donc 3 types de mesures. Je n'ai mis ici que les 2 premières qui vont nous servir. Une mesure en latitude qui est prise au cours des années successives. Une mesure en longitude, toujours en fonction des années successives. Ici, l'exemple est pris pour Hawaï. Et donc, vous voyez que la latitude a changé au cours du temps. La longitude également, ce qui va permettre de tracer un vecteur. Alors ce vecteur va être dans un rapport orthonormé, l'est
le nord, le sud et l'ouest, ça paraît normal. La vitesse ici, sur ce graphique, il suffit de déterminer le coefficient directeur, c'est-à-dire la pente, pour déterminer la vitesse de déplacement de la plaque, mais on n'a même pas de calcul à faire puisque la vitesse est donnée. Donc il suffit de la reporter en latitude ici, on reporte le 35,77. En longitude, on reporte le moins 62. Et donc on obtient un vecteur déplacement qui est ici, qui est la vitesse globale de déplacement. Il suffira donc de mesurer, avec l'échelle bien sûr, ce vecteur pour déterminer une vitesse de 7,2 cm par an. C'est ce que je vous donnais en fin de chapitre précédent. En TD, vous allez construire 3 vecteurs dans différents endroits du monde. L'un situé dans une zone de subduction en Amérique du Nord, montrant que la plaque américaine passe au-dessus de la plaque pacifique. Un autre ici correspondant à cette station PAMA qui montre une extension au niveau du Pacifique, extension de 6,91 cm par an, importante puisqu'on est dans le Pacifique. Et enfin, une collision ici de l'Inde contre la Chine, l'Asie plus généralement. Et donc, on peut conclure qu'avec l'utilisation des techniques de positionnement par satellite, c'est-à-dire le GPS, à la fin du XXe siècle, les mouvements des plaques deviennent directement observables et leurs vitesses, on peut les mesurer et donc confirmer les vitesses que l'on avait obtenues par paléomagnétisme ou grâce au point chaud. Au retour sur cette carte que je vous avais déjà présentée, où on peut donc donner des taux d'expansion par exemple au niveau des différentes dorsales. Autre façon de présenter ces vecteurs de vitesse, un petit peu partout dans le monde, ici sur cette carte 4 page 121 de votre livre, est toujours la même notion. On peut également, grâce à ce GPS, prédire les positions des continents pour l'avenir. Alors c'est quelque chose de plus complexe que je ne vous propose plus de faire en TP, mais c'est faisable également grâce à différentes stations. Ceci nous amène à l'évolution du modèle qui sera dans la vidéo suivante. Merci de votre attention.